Quoi qu'il en soit, le sentiment d'immunité de telle ou telle couche sociale relève de l'illusion. Cela apparaît clairement dès que l'on constate à quel point l'appartenance à un parti façonne le sentiment qu'ont ou non les individus d'être exposés à un état de surveillance. La conclusion qui s'en dégage, c'est que les fervents supporters d'hier peuvent rapidement devenir les opposants de demain. À l'époque de la controverse autour des écoutes sans mandat de la NSA en 2005, l'immense majorité des progressistes et des démocrates considéraient cette surveillance comme une menace. Ce n'était là en partie qu'une pure gesticulation partisane. George W. Bush occupait la Maison-Blanche et les démocrates voyaient là une occasion de lui nuire politiquement, ainsi qu'à son parti. Mais leur crainte n'en était pas moins sincère, et dans une mesure non négligeable, parce qu'ils jugeaient Bush mal intentionné et dangereux. Ils percevaient l'état de surveillance placé sous son contrôle comme tout aussi dangereux, et en tant qu'opposants politiques se sentaient particulièrement exposés. En revanche, les républicains avaient une perception plus inoffensive ou plus favorable des agissements de la NSA. À l'inverse, en décembre 2013, démocrates et progressistes s'étaient transformés en principaux défenseurs de la NSA. De la même manière, sur les arguments pour ou contre la surveillance, il y a eu aussi passage de témoins. Ainsi, la collecte de métadonnées en vrac par la NSA a été dénoncée par un sénateur dans l'émission The Early Show en 2006 en ces termes. Je n'ai pas besoin d'écouter vos appels téléphoniques pour savoir ce que vous faites. Si je suis informé de tous les appels que vous avez passés, je suis en mesure d'identifier chacun de vos interlocuteurs. Je peux me constituer là un schéma de votre existence qui est très intrusif. Et la véritable question reste celle-ci. Que font-ils de ces informations qu'ils récoltent et qui sont sans aucun rapport avec Al-Qaïda? Et nous allons nous fier au président et au vice-président des États-Unis pour qu'ils agissent comme il convient. Ne comptez pas sur moi là-dessus. Non. Même un sénateur en 2006. Et nous allons nous fier au président et au vice-président des États-Unis. Ah là là. Même un sénateur. Bon, je continue. Ce sénateur qui attaquait si vivement la collecte des métadonnées, c'est qui c'était, le sénateur. Tu sais, enfin, je vais vous dire qui c'était le sénateur. C'est écrit là. Ce sénateur qui attaquait si vivement la collecte des métadonnées s'appelait Joe Biden. Depuis lors, en sa qualité de vice-président, il fait partie de l'administration démocrate qui avance les mêmes arguments, autrefois tournés en dérision. Le point majeur n'est pas tant ici que les politiques, en fonction de leur parti, aient tendance à agir en hypocrite dépourvus de principes et de réelles convictions, hormis celle d'une soif de pouvoir. Même si cet aspect est certainement bien réel, il y a plus important. De telles déclarations révèlent la nature de la perception qu'ont les uns et les autres de l'état de surveillance. Comme pour tant d'injustices, les gens acceptent volontiers de faire abstraction des craintes d'intrusion gouvernementale dès lors qu'ils croient que ceux qui se trouvent être aux commandes du pouvoir sont bien intentionnés et dignes de confiance. Ils jugent la surveillance dangereuse ou méritant qu'on s'en soucie quand ils sont eux-mêmes perçus comme une source de menace ou d'hostilité. C'est souvent comme cela qu'on renforce le pouvoir de manière radicale. D'ailleurs, voilà, on en revient à certaines personnes, certains TI mentionnent que la psychotronie peut être positive pour t'emmener dans le droit chemin, en utilisant toutes les technologies nauséabondes, en jouant avec ton libre arbitre, donc c'est clairement du satanisme, hein, en jouant avec le libre arbitre d'un être, en emmenant dans une direction, à l'aide de technologies, ils jugent que la psychotronie peut être positive. C'est comme ça. Et la personne en face va l'interviewer et va rien dire, tu vois. Va rien dire alors qu'elle va te faire elle va faire des sous-entendus, ceci, cela. Mais par contre, quand elle entend cette grossièreté, hein, cette énorme désinformation-là, elle va rien dire. Elle va dire oui, bah, je suis ouvert, je fais parler tout le monde et tout. Alors que finalement, de mélanger du tout et n'importe quoi, ça donne forcément du n'importe quoi. De mélanger du bon et du mauvais, ça donne forcément du mauvais. Le mix, il donne forcément du mauvais, en fait. Quand tu fais rentrer toutes sortes d'informations, c'est pas complet. Ça crée de la désinformation. Moi, je suis ouvert et tout ça. Non. Ça crée beaucoup de désinformation. T'englobes le tout, c'est de la désinformation. Tu as une vue panoramique, tu sais très bien que c'est de la désinformation. Ça vient encrasser les vérités. Et non pas mettre en avant les vérités, parce que c'est ça ça va être affilié aux vérités, ça va être affilié aux personnes qui vont vraiment ne pas être de mèche avec le réseau, ou qui vont pas aller dans le sens des programmeurs.
Et ça, c'est pas terrible, quoi. C'est pas terrible. Et c'est sous couvert de, ah bah je suis complet, faut réunir le puzzle, mais tu réunis pas le puzzle. Tu fais le jeu de tes programmeurs. Tu fais le jeu de tes programmeurs parce que tu amènes de la grosse désinformation. Et sans répondre à cette désinformation, en faisant le tolérant, en disant, bah moi j'écoute tout le monde et tout, alors qu'on voit directement que c'est de la grosse désinformation. Et les personnes qui vont s'énerver par rapport à ça, on va les montrer du doigt. On va les montrer du doigt, on va dire qu'elles agissent mal, que c'est pas comme ça qu'il faut faire et tout ça. Alors que les personnes, là, finalement, même si elles sont nerveuses, en, en s'opposant à ces désinformations, eh ben, elles sont plus légitimes qu'une personne qui va dire avec le sourire des informations gigantesques qui font amener le réseau exactement là où il souhaite, c'est-à-dire le réseau, le système, le réseau qui s'incorpore dans le système, qui devient le système, avec de positiver sur l'IA. Et ces personnes-là vont même critiquer les gens qui positivent sur l'IA, alors que juste avant, ils positivaient sur l'IA. Tu vois, ils essayent de créer des tours de passe-passe, parce que c'est tellement grotesque, ils essayent, tu vois. C'est exactement comme beaucoup de personnes qui critiquent le New Age, alors qu'elles sont plein dans le New Age. Tu vois, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, pas de problème. Pas de problème. Moi, je pense qu'il n'y a pas que moi qui vois ce genre de choses. C'est pas possible. On attend de voir. Mais c'est bien ce que ça fait. Dans un sens, ça fait avancer le mouvement. La désinformation amène la réinformation, en fait. Tu vas être motivé pour réinformer quand tu es face à la désinformation. C'est un mouvement, en fait. Dans un sens, c'est pas mal. C'est souvent comme cela qu'on renforce le pouvoir de manière radicale, en persuadant les gens de ce que ces pouvoirs accrus n'affectent qu'un groupe spécifique et tout à fait circonscrit. Négliger les lacunes évidentes d'une telle position au plan moral. Nous ne négligeons pas le racisme parce qu'il touche une minorité, et nous ne faisons pas fi de la faim dans le monde au motif que nos assiettes sont pleines. Reste toujours une position à courte vue. L'indifférence ou même le soutien de ceux qui se croient immunisés contre les abus de pouvoir étatique permet invariablement à ces abus de s'étendre bien au-delà de leur domaine d'application originelle, jusqu'à ce qu'ils deviennent immaîtrisables, une évolution inévitable. Les exemples de ce type sont innombrables, mais le plus récent et le plus marquant reste peut-être l'exploitation qui a été faite du Patriot Act. Après le 11 septembre, convaincu par l'argument qu'à l'avenir ce texte permettrait de détecter et de parvenir de futures attaques, un congrès quasi unanime approuvait ce renforcement massif des pouvoirs de surveillance et de détention. Petite parenthèse aussi, toi quand tu lis des textes, quand tu fais des vidéos, et ben bizarrement tu vas prendre tu vas prendre des fréquences électromagnétiques dans plein la gueule. Alors que tu vois ces gens-là, ils sont peinards. Tu vois quand ils désinforment, tu vois qu'il n'y a pas trop de virulence, ils sont peinards. Moi ça me saute aux yeux. Moi, ça saute aux yeux, ça saute à l'âme, ça saute partout. D'accord. Et ça, ces gens-là, bah, comme par hasard, ils vont être relayés. Ils vont écrire des articles dans des revues pour enlever des articles qui étaient meilleurs, en fait. Son article va être en quelque sorte effacé par le nouvel article dans la même revue. Ça va prendre une autre tournure. Il va y avoir plein de désinformations. Alors, le premier article, il est très très bon. Il est très très bon. Le contrôle mental, c'est pas juste un mec qui va tirer dans le tas. Hein. C'est pas juste un mec qui va t'inciter à tirer dans le tas. T'as plein de contrôles. Après, il y a des gens qui sont plus assujettis que d'autres. Mais souvent, c'est un lien avec l'ego. Créer une mégalomanie. Et cette mégalomanie, ils vont l'utiliser pour les emmener dans les scripts souhaités par leurs programmeurs. Et pour créer cette mégalomanie, il faut isoler, il faut mettre de la pression. Après, tu as l'étape où tu vas faire des rencontres, on va te mettre de la pommade, on va te mettre, voilà, regarde, on va, oh là là, qu'est-ce que t'es bon, qu'est-ce que t'es fort, qu'est-ce que t'es ceci, qu'est-ce que t'es cela pour t'entraîner dans une direction. Et les personnes s'engouffrent. Après, c'est un jeu énorme, c'est des experts en psychologie derrière. Si t'as pas un minimum de psychologie, c'est difficile à comprendre le contrôle mental. Faut avoir un minimum de psychologie. Après, il y a des personnes qui en ont plus que d'autres. Des personnes qui sentent plus les choses, des personnes, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais faut pas être frustré par l'expérience. Tu vois que tes ressentis s'avèrent juste. C'est pas malsain. Hein. C'est la nature qui est avec toi, en gros. C'est contrecarrer une vaste programmation. Et ne surtout pas donner sa haine aux programmés. Parce que c'est des personnes qui n'ont pas qui sont trompées en fait. Beaucoup de personnes sont trompées. Il y en a certains qui le font encore une fois. Mais ça c'est plus des cibles, c'est des personnes qui sont directement des agents d'infiltration. Cela c'est voilà. Mais le programmer, je donne pas j'ai pas de. Tu sais, je sais même pas ce qui pourrait rendre en colère. C'est le programme. Mais après, c'est tout un travail derrière. Tout un travail. Tout le monde n'a pas la même psychologie. Tout le monde ne ressent pas les choses. Tout le monde n'a peut-être pas aussi des personnes à qui se confier. Donc après, si tu es vraiment isolé, après, c'est compliqué. Tu peux vite rentrer à parler à des faux confidents, à des personnes qui vont te prendre la main, qui vont te mettre des caresses dans le dos. Tu peux vite faire entraîner aussi.
tu peux vite te faire entraîner. Donc voilà. Et ça, c'est vraiment, je pense que vraiment les gros isolés qui sont tout seuls, sans personne à côté, sans vrais amis, sans vraiment personne sur qui compter, vraiment quelqu'un de leur famille, ou une relation même amoureuse, même ça, ces personnes-là forcément sont plus assujetties aux programmations. Je continue. Implicitement, on supposait que ces pouvoirs seraient principalement dirigés contre les musulmans liés au terrorisme. Un cas classique d'expansion étatique, confiné à un groupe bien précis, engagé dans des actions bien spécifiques. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles cette mesure reçut un soutien si écrasant. Mais ce qui se produisit ensuite fut très différent. Le Patriot Act a été appliqué bien au-delà de son objet déclaré. En fait, depuis son adoption, dans l'immense majorité des cas, il a été utilisé dans des dossiers sans relation aucune avec le terrorisme ou la sécurité nationale des États-Unis. Le magazine New York révéla que de 2006 à 2009, la disposition dite d'enquête furtive, sneak and peek, de la loi, le permis d'exécuter un mandat de perquisition sans que la personne visée en soit immédiatement informée, a été utilisé dans 1618 affaires liées au trafic de drogue et dans seulement 15 dossiers relatifs au terrorisme. Dès que la crainte d'être surveillé étouffe la liberté, tout le monde souffre, même ceux qui ne s'engagent pas dans la voie de l'opposition dissidente ou de l'activisme politique. Andrew Kurtzberg, qui minimisait ses inquiétudes relatives au programme de la NSA, reconnaissait néanmoins que le mal est fait. Ce mal est d'ordre civique, ce mal est d'ordre collectif. Ce mal touche à la structure même de la confiance et de la responsabilité, qui est au fondement d'une société ouverte et d'un régime démocratique. Les partisans déclarés de la surveillance ne proposent au fond qu'un seul argument pour en défendre le principe. On opère cette surveillance de masse pour contrer le terrorisme et assurer la sécurité des personnes. Depuis plus de 10 ans maintenant, le gouvernement américain a invoqué le péril terroriste pour justifier toute une série d'actions radicales, de la torture à l'invasion de l'Irak. En fait, historiquement, invoquer une menace extérieure est l'une des tactiques de prédilection qui sert à maintenir les populations dans la soumission au pouvoir étatique. Or, dans le cas de la surveillance, tout tend à prouver que ces protestations d'efficacité sont plus que sujettes à caution. Pour commencer, la plus grande part de la collecte de métadonnées à laquelle se livre la NSA est manifestement sans rapport aucun avec le terrorisme ou la sécurité nationale. Intercepter les communications du géant pétrolier Petrobras ou espionner des séances de négociation lors d'un sommet économique ou bien encore cibler les dirigeants d'États alliés n'a aucun lien avec le terrorisme. L'agence elle-même stipule qu'une partie de sa mission consiste à espionner pour en retirer des avantages au plan économique ou diplomatique. Au vu du type de surveillance auquel elle procède véritablement, contrer le terrorisme n'est donc plus qu'un prétexte. Le bilan se révèle en effet des plus médiocres. Le système de la collecte totale n'a rien fait pour permettre de détecter, et encore moins pour contrecarrer, l'attentat à la bombe du marathon de Boston en 2012. Il n'a rien fait non plus pour déceler la tentative d'attentat à la bombe le jour de Noël, à bord d'un avion de ligne au-dessus de Détroit, ou le plan visant à faire sauter Times Square, le projet d'attentat contre le réseau du métro new-yorkais. Autant de complots qui ont été enrayés par des passants vigilants ou par les forces de police traditionnelles. Et il n'a certainement rien fait non plus pour prévenir toute une série de fusillades survenues sur le territoire américain d'Aurora à Newton. Alors que la peur du terrorisme a été manipulée, les dangers avérés qu'il y aurait autorisé l'État à mettre en œuvre un système de surveillance massive et secrète ont été fortement sous-estimés. Renoncer à la vie privée dans une quête de sécurité absolue est aussi nocif pour la psyché et la vie d'un individu sain que cela peut l'être pour une culture politique saine. Pour l'individu, la sécurité avant tout sera synonyme d'une vie de paralysie et de peur, où l'on ne monte jamais dans une voiture ou un avion, où l'on ne s'engage jamais dans une activité qui comporte un risque, où l'on ne fait jamais primer la qualité de la vie sur la quantité, et où l'on est prêt à payer n'importe quel prix pour s'éviter tout danger. Attiser la psychose est l'une des tactiques préférées des autorités, précisément parce que la peur permet, de manière très persuasive, de rationaliser une expansion du pouvoir et une limitation des droits. Depuis le début de la guerre contre le terrorisme, les Américains se sont fréquemment entendus répéter qu'ils devaient abandonner leurs droits politiques essentiels s'ils voulaient avoir le moindre espoir d'éviter la catastrophe. Citons par exemple
Pate Roberts, président de la commission sénatoriale permanente sur le renseignement. Je suis un ferme partisan du premier amendement, du quatrième amendement et des libertés civiles. Mais si vous êtes mort, vous ne jouissez plus d'aucune liberté civile. Et le sénateur républicain John Cornyn, qui fit campagne pour sa réélection au Texas, avec une vidéo où il se présentait en vrai dur, coiffé d'un chapeau de cow-boy, déclarait « Nos libertés civiles ne comptent plus beaucoup une fois que l'on est mort ». Une population, un pays qui place la sécurité physique au-dessus de toutes les autres valeurs finiront par renoncer à leur liberté et par approuver tout pouvoir dont se saisiront les autorités en échange de la promesse d'une sécurité totale, si illusoire soit-elle. Toutefois, cette sécurité totale représente en soi une chimère, qu'on poursuit sans relâche sans jamais l'atteindre. Cette quête dégrade ceux qui s'y engagent, autant que toute nation qui finit par y puiser sa propre définition. Le danger que fait peser un État qui gère un système de surveillance aussi massive que secrète est aujourd'hui devenu plus inquiétant qu'il ne l'a jamais été dans le passé. Alors que le gouvernement via cette surveillance en sait de plus en plus sur ce que font ses citoyens, ces derniers en savent de moins en moins sur ce que fait leur gouvernement, protégé comme il l'est derrière un mur de secret. On ne saurait trop souligner à quel point cette situation renverse, et de façon radicale, la dynamique même qui définit une société saine, ou à quel point cela fait pencher l'équilibre des pouvoirs vers l'État. La panoptique de Vietnam, conçu pour investir les autorités d'un pouvoir incontestable, se fondait exactement sur ce renversement. Son essence, écrivait-il, repose sur la centralité de la situation de l'inspecteur, combinée avec les instruments les plus efficaces pour voir sans être vu. Dans une démocratie saine, c'est l'inverse qui est vrai. La démocratie exige de la transparence et le consentement des gouvernés, ce qui n'est possible que si les citoyens savent ce qui se fait en leur nom. Et en effet, on part du principe qu'à des rares exceptions près, ils verront tout ce que font leurs responsables politiques. C'est bien pourquoi il est question de serviteurs de l'État, de travailler dans le secteur public, dans le service public ou pour des agences publiques. Inversement, on part du principe que le gouvernement, à de rares exceptions près, ne saura rien de ce que font les citoyens respectueux de la loi. C'est bien pourquoi on parle de personnes privées, agissant à titre privé. Le devoir de transparence concerne ceux qui sont investis de ces missions publiques et de l'exercice public du pouvoir. Le droit de la vie privée est réservé à tous les autres.